nous avons un message de M. Pierre Audin. Donc, alors je lis quand même et ensuite on va passer à la deuxième partie, pardon. Alors, je salue Rosan Mounien que j'ai eu l'occasion d'interroger il y a une dizaine d'années. J'aurais aimé l'entendre sur les étudiants, enseignants et travailleurs intellectuels aux côtés des luttes paysannes, notamment s'il existait des établis qui travaillaient aux côtés des ouvriers agricoles ou si cette activité se limitait à de la propagande en 1971. La dernière phrase. Notamment s'il existait des établis qui travaillaient aux côtés des ouvriers agricoles ou si cette activité se limitait à de la propagande en 1971. En 1971, il y a eu effectivement beaucoup d'étudiants et d'intellectuels qui sont venus au mouvement à côté des travailleurs. Et tout de suite après la grève, nous avons organisé des grands coups de main où les travailleurs, les intellectuels, les gens de toute origine pouvaient venir participer à ces coups de main pour aider les travailleurs. Je me souviens, ici même, il y avait un abîmien qui s'appelait Doulou Saint-Ange. Certainement, Boubou le connaît, puisqu'il a été en 1952, on a parlé du moule, mais Doulou avait reçu une balle dans la jambe aux Abîmes en 1952 à Palais Royal, puisqu'il y avait sous l'habitation Palais Royal. Et après la grève de 1971, on a organisé un coup de main où il y avait plus de 300 personnes chez Doulou. Il y avait également un gars au moule qui avait été victime de la répression aussi. On avait organisé un coup de main. Autrement dit, il y avait ce brassage entre les intellectuels, les paysans, les étudiants ne se faisait pas uniquement autour de la propagande, elle se faisait autour de l'action, à la fois l'action économique, mais l'action éducationnelle, parce que les écoles du soir que nous avons créées dans toutes les sections de la Guadeloupe, étaient animées par des intellectuels, forcément. Donc, il y avait cette participation de tous pour justement faire ce travail. Donc, ce n'était pas uniquement au stade de la propagande, mais il y avait une participation concrète. Et dans les coups de main, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'étudiants, par la suite, quand on va créer l'université, le centre universitaire Antilles-Guyane, systématiquement, on retrouvait beaucoup d'étudiants qui venaient dans les coups de main apporter leur contribution, comme ça se faisait à Cuba dans ce qu'on appelle les brigades internationales. D'accord. Bon, du coup, on va pouvoir passer à la deuxième partie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, mais M. Mounien n'a pas encore confirmé qu'il reste avec nous jusqu'à demain sur le plateau. Donc, on va passer à la prochaine partie. Merci beaucoup aux internautes. Oui, alors, je vais parler de la grève de 1975. Cette grève de 1975, d'ailleurs, qu'on a souvent réduit à la grève de la faim du Père Céleste, mais c'est un mouvement qui est beaucoup plus vaste. Et contrairement à la grève de 1971 ou celle de 1973, dont je n'ai pas parlé, cette grève ne résulte pas d'un mécontentement spontané. C'est une grève qui est le fruit d'une longue préparation, parce qu'entre 1971 et 1975, aucune revendication matérielle des travailleurs de la canne n'a été satisfaite. Aucune. Chaque fois, 71, 72, 73, 74, aucune revendication n'est satisfaite. Et pourtant, jamais les travailleurs ne se sont démobilisés. Au contraire, ils se sont renforcés, au point même qu'en 1973, après avoir créé l'UTA et l'UPG en 72, en décembre 1973, on crée l'UGTG qui prend son envol tout de suite. Et toujours pas de satisfaction de revendication. 1974, c'est une année charnière. Pendant l'intercampagne, entre septembre et décembre,
une série de manifestations de type très particulier vont se développer. Les paysans vont décider de séquestrer un à un les directeurs d'usines pendant 24-48 heures dans leur bureau, un à un, avec une mobilisation telle qu'aucune force de police ne peut intervenir au risque de provoquer l'irréparable. Et chaque fois, l'objectif est de faire en sorte que les usiniers acceptent de reconnaître la représentativité du syndicat et de l'intégrer dans les instances de négociation. Si bien que lorsqu'arrive janvier 1975, avec un groupe d'experts, nous avons travaillé sur un programme de revendication qui avait deux axes principaux. Premier axe, la suppression du salaire minimum agricole et l'application du SMIC pour tous les travailleurs, qu'ils soient de l'agriculture ou de l'industrie. Il y avait un différentiel de 20%. Et bien entendu, une augmentation de salaire pour les ouvriers en fonction du coût de la vie. Deuxième revendication, la fixation du prix de la tonne de canne sur la base de son coût de production et non uniquement en fonction de la richesse saccharine. Donc ces deux revendications vont faire l'objet d'une grève qui sera déclenchée dès janvier. Et comme les usines sont paralysées, les cannes ne peuvent pas être coupées, donc les usiniers, avec l'appui de l'administration, vont décider de passer à la vitesse supérieure. À ce moment, c'est là que commence la mise en place d'une immigration haïtienne. Donc, on va chercher des travailleurs haïtiens, on va les amener en Guadeloupe, dans des camions bâchés, ils vont être parqués dans des hangars, et le matin, sous la protection des CRS, on va les emmener dans les champs pour couper la canne. Et on va bloquer l'accès des champs pour que les syndicalistes ne peuvent pas y accéder. Donc, on va se battre, on va résister, et lorsqu'on se rend compte que ce n'est plus possible d'accéder aux champs et que les cannes continuent d'être coupées, on va changer de tactique. On va dire qu'on arrête le mouvement, on va reprendre le travail et on va régler le problème sur les champs. Donc, on savait que ce serait un mouvement difficile. On savait également qu'on passait à une autre phase et que de toute façon, ceux qui étaient les briseurs de grève, travailleurs immigrés, à la vue des travailleurs qui seraient sous l'exploitation, ils prendraient la fuite. Mais entre-temps, un événement est survenu. Un prêtre, le père Chérubin Céleste, il va décider, après concertation avec les membres de sa communauté chrétienne, de rentrer en grève de la faim. La grève de la faim, enfin lui, il va appeler ça un jeûne. On était dans la période de Pâques. Ça se passe le 22 mars. Il vient nous voir le 22 mars 1975 et nous dit, bon, il sait qu'on vient de décider d'arrêter la grève, mais lui, quelle que soit la décision que l'on prend, lui, il décide de faire un jeûne jusqu'à ce que l'État et les usiniers acceptent de négocier. Il ne demande pas la satisfaction des revendications, il demande à ce que l'on accepte de négocier avec les salariés et avec les planteurs et leur organisation. Ça se passe un vendredi ou un samedi. Tout de suite, on dit, bon, on avait déjà publié un communiqué pour mettre fin à la grève. On annule le communiqué et on lance un appel à la mobilisation. Et on réunit autour du Père Céleste, dans la chapelle de Grosse-Montagne, l'ensemble des militants de l'UTA, de l'UPG, de l'UGTG et des membres de la communauté chrétienne, les MRJC, les jeunes catholiques ruraux, les chrétiens, les JOC, les jeunes ouvriers chrétiens, et les membres de la communauté chrétienne ont créé un comité
et à partir de ce moment-là, on repart à la bataille. On lance un appel à la mobilisation qui est tout de suite suivi par une grande partie de la population. Et celui qui va nous donner le plus grand coup de main, c'est le préfet, le Cornec, parce qu'il va faire une déclaration fracassante, disant que depuis quelques jours, il voit sillonner dans les campagnes des étudiants, des lycéens, des œuvrés, des enseignants en vacances, qu'il ne faut pas mélanger ce qui n'est pas mélangeable, autrement dit, les torchons et les serviettes. Donc, les Guadeloupéens vont vivre ça comme un mépris vis-à-vis de la part du représentant de l'État, et ça va en quelque sorte renforcer la mobilisation autour de Grosse-Montagne. Et il s'en suivra un mouvement qui, pendant 8 jours, vont en quelque sorte ébranler la Guadeloupe. Donc, tout sera paralysé. Et une première tentative d'intervention militaire sera faite le dimanche 30 avril. Nous sommes à un meeting à Grosse-Montagne, à l'école de la Rosière, et des amis dont je peux le citer aujourd'hui parce qu'il est mort, Jean Riner, qui était technicien à RFO, radio amateur, il m'appelle et il nous dit faites attention, ils sont en train de préparer une intervention. J'ai un message. Donc, ils vont intervenir pour enlever le Père Céleste. Donc, nous étions à la Rosière. On part tout de suite en défilé avec l'ensemble des militants et des personnes qui sont venues assister au meeting et on renforce l'église de Grosse-Montagne où se trouve le Père Céleste. Donc, l'intervention avorte. Mais le lendemain, ils vont récidiver le lundi de Pâques avec hélicoptère. On va bombarder, créer un rideau de fumée pour tenter d'enlever le Père Céleste. Mais nous savions également l'information. Et ce qui va se passer, c'est que 2 personnalités politiques, l'ancien maire du Lamentin, Georges Dagonia, et Félix Proto, vont, en tant que médecins, intervenir avec l'ambulance de la ville du Lamentin et sortir le Père Céleste qui sera orienté dans un premier temps vers le presbytère du bourg. Entre-temps, ils vont changer de voiture et il va se retrouver chez un ami, dans un endroit secret, et il va faire une déclaration disant qu'il continue sa grève de la faim. Donc, le pouvoir a essayé. Donc, on a bombardé, on a frappé, etc. On a interpellé des dizaines de personnes, mais le Père Céleste, nous avions prévu le coup, donc il n'a pas pu être enlevé et il a pu continuer sa grève de la faim. Le lendemain, automatiquement, le préfet convoque une négociation. Alors, cette négociation, évidemment, il faut dire que le dossier était bien préparé. Que, avant la grève, nous avions utilisé toutes les armes de la négociation. Nous avons accepté, contrairement à notre habitude, de partir en délégation à Paris, de rencontrer le ministère de l'Agriculture, d'aller à l'Élysée, ensuite de recevoir un émissaire du gouvernement pour négocier, M. Saugy. Donc, le dossier était bien ficelé. Résultat, à mon grand étonnement, après 20 minutes de négociation, les usiniers ont cédé à toutes les revendications. 20% d'augmentation du prix de la journée, c'est-à-dire la suppression du SMAG et l'établissement du salaire minimum garanti pour tout le monde, plus augmentation pour les ouvriers. 40% d'augmentation du prix de la tonne de canne, c'est-à-dire exactement au centime près la revendication que nous avions. Donc, ça a été une victoire sur le plan syndical, mais au-delà de la victoire sur le plan syndical,
l'opinion guadeloupéenne et les travailleurs ont pris véritablement conscience de la nécessité de s'engager dans un combat plus profond. Ensuite, sur le terrain, il y a eu une telle unité, une telle mobilisation que tout le monde, tous les Guadeloupéens, de quelque origine, de quelles conditions physiques, etc., tout le monde venait à Grosse-Montagne. Il y avait une véritable communion autour de ce mouvement. Et à la suite de ce mouvement, bien entendu, outre la satisfaction des revendications, c'est là qu'est né véritablement le mouvement patriotique guadeloupéen. Puisque, dans la foulée, on va assister à la création de différentes organisations dans différentes sphères de la société. D'abord, les syndicats d'enseignants. Les enseignants guadeloupéens vont comprendre rapidement que les syndicats français, ici, défendaient une certaine façon de concevoir l'école, mais pas pour les Guadeloupéens. Donc, ils vont créer les syndicats guadeloupéens, JEG, SIPA. Ensuite, les étudiants vont s'organiser, ils vont créer leur association, l'UDEG. Les jeunes vont créer leur association, Bijengwa, etc. Sur le plan politique, la rencontre, la fusion va se faire entre toutes les tendances du gong qui se tiraient dans les pattes, les anciens de la vérité, le groupe de la vérité, c'est-à-dire les anciens dissidents du Parti communiste, et tout ce monde-là va se retrouver autour d'une organisation dont le PTG va jouer un rôle important dans la création, qui sera l'UPLG, et qui deviendra l'organisation politique majeure, organisation de masse, qui va en quelque sorte être considérée comme la cheville ouvrière du mouvement patriotique. Donc c'est de là que va naître le mouvement patriotique, et quelques années après, on en verra d'autres organisations vont arriver pour grossir le lot, telles que le MPGI et d'autres encore. Bref, ce mouvement de 1975 va en quelque sorte constituer le ciment de l'unité nationale. Les chrétiens ne seront pas en reste, mais ils vont créer une organisation politique spécifique qui c'est Chrétiens pour libération à peuple Guadeloupe, autour du Père Céleste et d'un certain nombre de prêtres, mais également de militants dans les associations catholiques, MRJC, JORC, etc. Bref, donc on va avoir véritablement l'unité nationale va se réaliser autour du mouvement de 1975. Voilà un peu l'apport de ce mouvement de 1975 dans la lutte de libération du peuple guadeloupéen. Merci, M. Mounien, pour cette deuxième partie. Alors, je vais revenir vers notre jury étudiant en premier lieu. Alors, n'hésitez pas sur le Zoom à lever la main pour poser une question. Vous pouvez également poser des questions à l'oral pour plus d'interaction avec nous sur le plateau. Donc, je vous écoute, le jury étudiant. Oui, alors deux questions. La première, j'aimerais que M. Mounier revienne sur ce qu'il entend par la langue de la musique Oka, ce qu'il entend par là. Et une autre question qui est liée, c'est si dans les années 70, donc en l'occurrence en 75, il y a eu ce mouvement qui a fédéré et qui est ce mouvement émancipateur, j'ai envie de dire, de la pensée patriotique, nationaliste guadeloupéenne, à travers ces événements. Est-ce que plus tard, par exemple dans les années 2000, il y a, est-ce qu'il peut faire une comparaison? Est-ce qu'il a retrouvé, j'ai envie de dire, plus ou moins ces mêmes éléments, mais dans des mouvements qui ont existé un peu plus tard, plus récemment, dans les années 2000? Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser M. Mounien répondre. Je vois que sur le chat, nous n'avons pas encore de questions. Il suffit de se référer à 2009 pour voir qu'il y a un continuum. Et en tout cas, jusqu'à 2009, il n'y a pas de rupture entre le niveau et le type de mobilisation réalisé
autour des grands conflits sociaux par rapport à ceux de 1975 ou même de 1985. Autrement dit, on est effectivement, même si les acteurs ne sont pas tout à fait les mêmes, en termes organisationnels, mais du point de vue des idées et des concepts, le mouvement de 2009 est très proche de ce qui s'est fait en 1975 ou de ce qui s'est fait également, je n'en ai pas parlé, en 1985 autour de l'affaire Faisan. Donc il y a une filiation naturelle entre tous ces mouvements. Alors, je vois que nous avons une intervention sur le chat. Est-ce que, M. Tassius, est-ce que vous pouvez nous lire la question de M. Jean-Pierre Sainton? Alors, M. Sainton, est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que vous pouvez nous... Oui, je suis... Voilà, nous vous Oui, écoutons. je suis en ligne. Je suis en ligne, oui, mais je écoutons. préférais poser ma question par écrit pour ne pas couper Non, mais la dynamique. la parole est à vous, M. Sainton. Allez-y. Bon, d'accord. Bien, mais alors d'abord, un grand merci à Rosan Mounien pour toutes ces précisions inédites, pour la très grande majorité de tous, de tout le monde. Une question. Alors, ces grandes luttes syndicales des ouvriers petits paysans de la canne des années 70 sont les dernières, peut-on dire, du cycle de la canne. Mais dans le même temps, c'est aussi dans ces années 70 que se produit la fermeture des usines, s'accélère la fermeture des usines, et qu'on peut dire également qu'il y a un basculement, les patrons d'usines se désengagent de l'industrie sucrière, et il y a un basculement accéléré vers l'économie de consommation, la grande économie de consommation. Alors, ma question est double. Est-ce que les principaux acteurs du mouvement, dont vous-même, dont toi-même, étaient conscients de ce basculement en train de se faire à cette époque-là, dans la décennie 70? Première question. Deuxième question, a posteriori maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, quel regard, disons, analytique portes-tu sur justement cette divergence de mouvements historiques, ce paradoxe, c'est-à-dire des grandes luttes, mais en fait, qui étaient plutôt des grandes luttes du passé, et puis en même temps un mouvement qui est en train de changer, de mutation profonde de la Guadeloupe. Merci. Waouh! Bien, alors sur la première question, je préfère la traiter dans la troisième partie, la partie suivante, sur laquelle je traite de la question du foncier. Alors, sur quel regard? Évidemment, la société ayant évolué, les acteurs économiques et les acteurs sociaux ne sont aujourd'hui plus les mêmes. Nous sommes aujourd'hui face à un système, une économie qui est davantage une économie de services, qu'il s'agisse de services marchands ou de services non marchands. Cette économie de services s'inscrit dans un modèle économique qui est plus global, qui est la mondialisation, avec évidemment une idéologie dominante. Et nécessairement, il y a une interaction entre les aspirations sociales des acteurs sociaux et le mode de fonctionnement du système. Nous sommes aujourd'hui dans un système où l'on cherche plus à mettre en avant les revendications matérielles immédiates au détriment d'une vision plus globale de changement de modèle, mais pas simplement de modèle économique, mais de modèle sociétal. Les luttes sociales aujourd'hui sont à l'image de ce qu'est la société, de ce que sont les classes sociales aujourd'hui. Il y a nécessairement une modification
au fond de la société guadeloupéenne qui fait qu'aujourd'hui, le secteur ouvrier, les forces productives sont réduites à leur plus simple expression. Sauf dans un secteur, et nous y reviendrons tout à l'heure, qui est le secteur de l'agriculture, où on a véritablement, et c'est ça le paradoxe, alors que le système colonial avait été pensé pour détruire la paysannerie, aujourd'hui c'est la paysannerie qui a refait surface et qui est devenue la force motrice principale de l'activité de production. Donc, on est dans une société qui est inédite, que l'on ne retrouve dans aucune autre colonie. On ne va pas la Martinique, bien entendu. Mais enfin, on est véritablement dans un modèle qui nécessite une réflexion pluridisciplinaire sur ces questions pour que véritablement on arrive à comprendre quels sont les mécanismes qui peuvent déconstruire ce système et envisager autre chose pour l'avenir. C'est la tâche à la fois des militants, des universitaires, des chercheurs dans les sciences sociales, parce que véritablement, le colonialisme français a créé avec nous quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs et qui mérite d'être approfondi, d'être étudié, faute de quoi on risque à terme de disparaître.